2600$ de loyer, 1200$ de courses, 600$ d'assurance. Parfois c'est très court, parfois il y a le string qui dépasse. Je n'ai plus d'amis, donc ils ne peuvent pas me manquer. Pour 2 personnes entre 4000 et 5000$, j'ai enfin pu assumer pleinement mes tatouages, mon identité, mes tenues extravagantes. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma vie à Los Angeles puisque vous êtes nombreux à m'écrire sur Instagram à ce sujet. Du coup j'ai sélectionné quelques questions et on va y répondre dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anaïs Chaban, je suis tatoueuse spécialisée en ornemental et bijoux de corps depuis plus de 13 ans et je me suis expatriée à Los Angeles il y a maintenant 6 ans. Je suis d'abord venue avec un visa O1, donc il y a un visa artiste, puis par la suite j'ai fait une demande de green card que j'ai obtenue. D'ailleurs j'ai aussi fait une vidéo il y a quelques semaines sur mon expatriation, comment j'ai obtenu mon visa et ma green card, je vous mets le petit i juste ici. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur vos questions et on va évoquer le regard des gens, les différences culturelles, le coût de la vie à Los Angeles, bref, tout ce qu'on vit quand on s'expatrie. Et on va commencer par la première question qui est: quel est le coût de la vie à Los Angeles? C'est une question qui revient assez régulièrement, on va se baser sur 2019, donc quand je suis arrivée ici, parce qu'entre temps ma carrière a évolué, j'ai déménagé plusieurs fois, donc je trouve que c'est un petit peu plus réaliste de se baser sur 2019. Quand je suis arrivée à Los Angeles, mon premier objectif c'était évidemment de me trouver un appartement, et je voulais absolument un appartement pas très loin de Melrose Avenue, parce qu'à l'époque je travaillais là-bas et j'avais pas envie de passer un temps fou dans les embouteillages. Du coup, j'ai choisi le quartier Hollywood. Mais attention, le quartier Hollywood, c'est pas ce que vous imaginez. Évidemment, il y a les petites étoiles au sol, mais c'est aussi un quartier un peu craignos. Mais à l'époque, ça me convenait parfaitement. Je mettais 5 minutes en voiture pour me rendre au travail et par exemple, si j'avais envie d'y aller à pied, je pouvais mettre juste 20 minutes. Et là-bas, j'ai trouvé un complexe d'appartements qui était tout neuf. Il était vraiment magnifique. Il y avait piscine, salle de cinéma, salle de jeu, rooftop, barbecue. L'appartement faisait 50 mètres carrés. Il était un tout petit peu mal agencé, mais de toute façon, j'étais soit au boulot, soit dans les amenities de la résidence, donc ça me convenait parfaitement. Et pour ça, je payais 2600$. Ensuite, pour ce qui est des courses, actuellement, je vais dans des magasins qui sont organiques et bio, mais en 2019, c'était pas du tout le cas. J'allais dans des grandes enseignes américaines comme Target et Ralph. Et ça me coûtait 1200$ par mois pour 2 personnes. Je tiens à préciser, pour les courses qu'on peut faire moins cher, on n'était pas du tout dans la restriction et on se faisait quand même relativement plaisir. Pour les charges comme le téléphone, internet, l'eau et l'électricité, c'est plus ou moins pareil qu'en France. Et pour finir avec cette question, on a bien évidemment l'assurance santé. Donc en 2019, mon assurance santé me coûtait 300$, donc on était 2 personnes, donc ça fait 600$. Je récapitule: 2600$ de loyer, 1200$ de courses, 600$ d'assurance santé. Et tous les à côté comme la voiture, internet, le téléphone, les restos, les sorties, etc. Ça nous donne un budget par mois et pour 2 personnes entre 4000 et 5000$, donc je dirais 2000 à 2500 par personne. Pour la deuxième question, on a: qu'est-ce qui pourrait te manquer de la France aux US? Faut savoir que cette question m'a demandé pas mal de réflexion et franchement pas grand chose, voire même rien. Je sais, ça paraît bizarre. Pour commencer, un truc qui pourrait me manquer ou même qui m'a manqué mais qui ne me manque plus du tout, c'est le fromage. Tout simplement parce que quand j'habitais en France, je mangeais beaucoup de fromage, de charcuterie, mais j'ai totalement changé mes habitudes alimentaires en arrivant ici. J'ai succombé au lifestyle healthy de Los Angeles et donc je fais beaucoup plus attention à ce que je mange, je fais du sport, je prends soin de moi, j'ai arrêté de fumer, de boire. Malgré ce qu'on peut penser, à Los Angeles et dans toutes les grandes villes des États-Unis, on retrouve quand même des supermarchés où ils vendent du fromage, de la charcuterie, des produits importés. Et il m'arrive quand même 1 à 2 fois par an, surtout pendant les fêtes, d'aller chez Monsieur Marcel me prendre une bonne baguette bien chaude, du fromage, de la charcuterie, du beurre salé, je vais pas vous mentir. Mais globalement, l'alimentation française ne fait plus du tout partie de ma routine alimentaire aujourd'hui. Ensuite, on pourrait se dire, les amis, mais là encore, je n'ai plus du tout d'amis français, les relations se sont arrêtées que quelques mois après mon expatriation. Je comprends évidemment que les relations à distance, c'est compliqué, et pour ne rien arranger, moi je suis pas rentrée en France pendant les 4 premières années de mon expatriation, du coup ça a pas du tout aidé aux relations à distance. Après l'alimentation et les amis, il y a bien sûr la famille. Et la famille, pour beaucoup, c'est ce qui manque le plus. Me concernant, c'est vrai que ça me manque pas plus que ça, j'ai mon père qui a habité pendant plus de 20 ans dans un autre pays, du coup j'étais habituée aux relations parentales à distance. Pour récapituler la deuxième question, j'ai une nouvelle routine alimentaire, donc non, le fromage ne me manque plus, je n'ai plus d'amis, donc ils ne peuvent pas me manquer, et ma famille me manque pas plus que ça, parce que je suis habituée aux relations à distance. On passe à la troisième question qui est: est-ce que tu trouves que le regard des gens est différent aux US par rapport à la France? Alors pour celle-ci, pour le coup, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir très longtemps parce que la réponse est oui, et la différence est immense. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait surpris, voire même choqué à l'époque quand j'étais partie à New York en 2013 pour la première fois, c'est que personne ne regarde personne et j'étais là, mais waouh, c'est trop cool, et ça fait partie de une des choses qui m'a donné envie évidemment d'habiter ici. C'est pas qu'ils sont froids ou quoi que ce soit, bien au contraire, vous allez voir dans une prochaine question parce que j'ai sélectionné une question qui va un petit peu dans ce sens-là. C'est juste que c'est plutôt des gens qui sont focus sur leur projet, leur carrière, leur bien-être. Et du coup, je pense que c'est juste pas culturel chez eux de s'attarder sur d'autres personnes pour les juger. Et ça a vraiment été un plus pour moi parce qu'avant d'arriver en 2019 à Los Angeles, donc j'habitais en France et ça devenait un petit peu compliqué
compliqué avec mes tatouages, mon apparence, de sortir juste dans la rue. Je me sentais plus du tout à l'aise de sortir comme j'étais, avec des tenues un petit peu excentriques, tout en rose, en jaune, en orange, ou des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et c'est vraiment en arrivant ici que j'ai un petit peu réappris à être celle que j'avais délaissée en France pour ne pas trop me faire embêter. J'ai enfin pu assumer pleinement mes tatouages, mon identité, mes tenues extravagantes. Et ça, j'adore. Et pour parler un petit peu plus de Los Angeles, ici les filles s'habillent vraiment comme elles veulent. Parfois c'est très court, parfois il y a le string qui dépasse parce qu'il y avait une petite mode string qui dépasse. Et c'est totalement ok, elles se font pas emmerder, personne les regarde, elles vivent leur meilleure life. Petite nuance très importante, je ne dis pas que le jugement ou les critiques n'existent pas. Ce que je dis c'est que quand vous vous baladez dans la rue, personne va venir vous voir pour être méchant, insultant, mais vous allez plutôt recevoir un compliment ou quelque chose de gentil. Voilà pour cette troisième question. On va passer à la quatrième question qui est: les Américains ont l'air d'être plus agréables à vivre que les Français, non? Globalement oui, évidemment je vais développer, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les Américains quand ils vont en France ils nous trouvent durs et méchants. En fait ici il y a vraiment cette énergie positive qui font que les gens sont souriants, chaleureux, gentils. Que vous soyez dehors, au supermarché, au cinéma, les gens sont majoritairement gentils. Par exemple des fois je vais au sport et juste en bas il y a un Trader Joe et les caissières là-bas sont absolument adorables. Elles disent vraiment des choses trop mimes, genre elles vous appellent sweethearts, have a good day my love. C'est absolument adorable. Évidemment, tu pars du magasin et tu rentres chez toi avec le sourire, avec des petites interactions comme ça refait ta journée. Ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais à accumuler tous les jours, ça change forcément ton état d'esprit. Un autre exemple, t'es bien habillé, tu sors dans la rue, tu vas recevoir une pluie de compliments. Les gens vont non seulement t'arrêter pour te dire à quel point t'es magnifique, belle et que t'as dead ta tenue, mais aussi les meufs en voiture qui vont s'arrêter pour te crier à quel point t'es incroyable. T'imagines, t'es là, tu te balades dans la rue et il y a plein de gens qui t'envoient de la positivité comme ça, gratuit. Et ça, c'est une différence énorme avec la France parce que évidemment, je me suis déjà fait arrêter 1 milliard de fois en France et croyez-moi, c'était pas pour me faire des compliments. C'est pas parce qu'ils vous ont fait un compliment qu'ils ont envie soit de parler plus, d'être votre ami ou de vous dater. Ça, c'est vraiment super important de le comprendre. Les personnes qui vous complimentent n'attendent rien en retour. Pour conclure cette question, oui, les Américains sont bien plus agréables que les Français, en même temps, c'est pas très compliqué. On passe à la cinquième question qui est: comment ça se passe pour la santé? Pour la santé, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, donc on avait une assurance en 2019 qu'on payait $300 par personne. À l'heure d'aujourd'hui, on a opté pour une bien meilleure assurance, donc qui nous couvre plus mais qui est beaucoup plus cher. Comment ça fonctionne? Donc t'as une assurance santé qui te couvre jusqu'à un certain plafond, au-delà c'est à toi de payer de ta poche, et si la somme devient énorme, il faudra envoyer un devis à son assurance au préalable et c'est elle qui prendra la décision de si c'est pris en charge ou non. Et être assuré aux États-Unis c'est tellement important qu'à un moment donné il y avait même une loi fédérale, le Obamacare, pour obliger tous les Américains à être assurés. Un des énormes avantages c'est qu'ici on peut voir un spécialiste en quelques jours à peine. En France je me rappelle déjà avoir attendu des mois pour voir un spécialiste comme un ORL, un dermato ou j'en passe. Autre avantage concernant les ambulances, quand on appelle ils viennent directement, on n'a pas essayé de les convaincre pour qu'ils viennent parce que de toute façon quand ils vont venir ils vont facturer le déplacement. Ça c'est pour la santé ici aux États-Unis. Après faut savoir qu'en France je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit, c'est basé sur des cotisations sociales. Chaque mois vous avez une partie de votre salaire qui est prélevée pour financer la santé. L'avantage quand vous allez chez le médecin c'est que vous n'avez pas besoin d'avancer les frais puisque vous avez déjà cotisé. Pour résumer un petit peu, niveau santé aux États-Unis on a une meilleure prise en charge, plus rapide mais à un coût extrêmement élevé. Et en France t'as pas forcément besoin d'avancer les soins, mais par contre ça peut prendre des mois pour voir un spécialiste. Voilà pour cette question. En sixième et dernière question, on a: ton papa ayant vécu à l'étranger, j'imagine que ça t'a aidé toi aussi à t'expatrier. Alors oui, mon papa est parti vivre pendant plus de 20 ans à Koweït, donc j'imagine que tu parles pour le côté un petit peu mindset de l'expatriation, parce qu'évidemment sur le côté administratif, ça m'a pas du tout aidé puisqu'on n'est pas du tout au même endroit, mais sur le mindset complètement parce que ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a changé ma façon de voir les choses. Du coup mon père il est parti habiter là-bas quand j'étais très jeune, je devais avoir 5-6 ans, donc très tôt j'ai commencé à faire des longs trajets. Paris-Koweït, Koweït-Paris, c'est quand même entre 8h et 12h d'avion selon les escales. Donc déjà ça m'a habitué à l'avion, au long courrier, au voyage. Ça m'a aussi fait travailler ma capacité d'adaptation et évidemment ça m'a appris à gérer les relations parentales à distance. Et ça c'est quand même des gros atouts pour s'expatrier et aller vivre ailleurs. Parce que je connais plein de gens qui rêvent de s'expatrier mais qui osent pas parce qu'ils ont peur d'être loin de leur famille et de leurs amis. Du coup pour récapituler, je pense que oui, ça m'a énormément aidé. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment je me suis expatriée ici à Los Angeles. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.